sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sur le front climatique, le podcast des chercheuses et des chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat. Je m'appelle Julia Tass, je suis membre du comité scientifique de l'Observatoire et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui le colonel Gaëtan Dubois, commandant de l'école militaire de haute montagne. Dans un contexte où les rivalités stratégiques semblent progressivement se déplacer vers les milieux polaires, nous allons évoquer ensemble les enjeux stratégiques, opérationnels et capacitaires des environnements grand froid pour les forces armées françaises. Bonjour colonel. Bonjour. Colonel, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes officier des troupes de montagne depuis 2003, diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 2002 et de l'école de guerre en 2016. Et vous avez une carrière militaire principalement tournée vers les opérations et la préparation des capacités militaires, tant dans les équipements que dans la formation ou l'expertise de milieu. Votre poste actuel, donc, à l'école militaire de haute montagne, n'est pas votre première affectation dans cette institution, puisque vous y avez occupé le poste de directeur général des études, de la prospective et de la formation montagne et grand froid entre 2019 et 2021. Après ça, vous avez rejoint à l'été 2021 l'état-major de l'armée de terre en tant que chef de la section chargée des dossiers de synthèse pour le chef d'état-major de l'armée de terre. Et vous avez ensuite été conseiller militaire du ministère de l'Intérieur jusqu'en 2024 où vous avez pris le commandement de l'école militaire de haute montagne. Ensemble, nous allons passer un peu plus d'une demi-heure à évoquer les enjeux opérationnels, capacitaires et stratégiques grand froid. Et donc ma première question, c'est qu'est-ce que le grand froid ? Comment on définit un environnement grand froid ? Et est-ce qu'il y a une diversité d'environnements grand froid ? Alors, du point de vue des opérations militaires, opérer en milieu froid, c'est opérer dans des températures durablement basses. La classification du froid est fortement liée à des considérations physiques et capacitaires. On parle donc d'opérations dans le froid en dessous de plus 4 degrés quasi permanent, le fameux froid humide, et d'opérations dans le grand froid à partir de moins 21 degrés quasi permanent. Cette classification, elle est étroitement liée à la géographie, puisqu'on retrouve schématiquement les milieux froids dans les climats tempérés hivernaux en Europe continentale et des conditions de grand froid en hiver dans les zones polaires, subpolaires et de haute montagne. Ces zones en dehors des pôles ne sont pas désertiques. On peut y trouver des villes. L'exemple de Yakoutsk, une ville de 300 000 habitants avec des températures qui peuvent descendre en dessous des moins 40 sur des périodes significatives, est à ce titre assez illustratif. À cette répartition géographique, il faut aussi ajouter des phénomènes météo brutaux qui peuvent générer des conditions de grand froid. Donc récemment, la tempête Fern, fin janvier, aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur le permanent ? Vous parlez du grand froid permanent, c'est ça ? Quasi permanent. Quasi permanent, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des températures durables, c'est-à-dire que si on considère que nos températures sont avant le lever du jour et le reste de la journée en plein soleil, on repasse dans le positif, on n'est pas dans des conditions de grand froid. Donc c'est la moyenne sur la 24 heures à peu près ? C'est plus que la moyenne sur la journée, c'est quasiment considéré comme un maximum. Ok. Voilà. Très bien. Et la connaissance de ces milieux grands froids en France, comment elle s'est construite, et en particulier dans les armées ? Vous évoquiez des montagnes, j'imagine qu'on a l'habitude d'opérer en montagne plus que dans les milieux polaires ? Alors, tout à fait. Donc les troupes de montagne sont créées en France à la fin du 19e siècle. Et donc, on prend de l'expérience qui existait déjà dans le monde civil. Hein, les montagnes étaient habitées. Et dans le même temps, au début du XXe siècle, on a des officiers en France qui s'intéressent à ce qui se passe dans les pays scandinaves et qui en ramènent le ski et d'autres compétences. Et donc l'école que j'ai la chance de commander est créée en 1932 et dans les années 30 a, par exemple, un attelage de chiens de traîneau ramené des pays scandinaves et quelques instructeurs déjà un petit peu sensibilisés à ces sujets-là et commence à bâtir une compétence structurée pour la guerre en montagne, hivernale, estivale. Compétence qui existait avant, mais qui n'était pas structurée par l'absence d'école. Et cette compétence, en fait, je dirais qu'elle fait ses premières preuves. Elle connaît son baptême du feu en 1940, avec un succès stratégique sur le front des Alpes, puisque les troupes de montagne, en fait, bloquent les Italiens sur la frontière.
et un succès tactique qui mérite quand même d'être mentionné en milieu arctique avec la victoire de Narvik en Norvège. Et donc, je dirais que tout ça, c'est pas nouveau en fait. Et après, ça a vécu un petit peu au fil de l'intérêt opérationnel qu'il y avait à faire effort ou pas sur ces compétences-là. Donc, cet intérêt opérationnel, aujourd'hui, il se ravive. Les armées s'intéressent de plus en plus aux environnements grand froid. En tout cas, ça devient un sujet qui est discuté de plus en plus fréquemment. Est-ce que vous pourriez revenir sur, finalement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse de nouveau ou encore plus aux environnements grand froid et quels sont les environnements concernés? Est-ce que ce sont les environnements de montagne ou les environnements polaires dont on discute aujourd'hui beaucoup plus fréquemment? Alors, il y a 2 volets. C'est-à-dire qu'il y a un premier volet, qui est, à mon sens, le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN et qui fait qu'on a une opportunité, pour, employer des compétences qui existent. Nos compétences de combat en montagne hivernale, elles sont, pour une grande partie transposables, dans l'engagement polaire et du coup, ça nous amène à participer de manière significative, et systématique aux exercices de l'OTAN dans les pays scandinaves. Donc d'abord en Norvège et puis aujourd'hui élargi, avec l'élargissement de l'OTAN dans ces pays-là, élargi à toute la péninsule. À partir de cette période, on envoie l'équivalent donc d'un groupement tactique, une structure de régiment, si on veut, un petit régiment, participer systématiquement à tous ces exercices. Et dans le même temps, et on pourra développer, en fait, on constate qu'au niveau stratégique, le réchauffement climatique sur l'Arctique engendre à la fois une accessibilité plus facile dans tous les domaines et aiguise les appétits géostratégiques. Et donc, le regain d'intérêt, en fait, est d'autant plus fort si on considère ces 2 aspects. Et ben donc, développons sur ce regain d'intérêt pour l'Arctique et la manière dont le changement climatique va modifier l'accessibilité des zones arctiques. Le changement climatique, je l'ai dit, en fait, augmente l'accessibilité, améliore l'accessibilité de ces zones-là. L'océan glacial arctique est hors glace sur une période plus longue. La glace est beaucoup plus restreinte et du coup, la circulation est facilitée. On est sur un espace qui a plein d'implications opérationnelles sur la dissuasion, mais il y a évidemment les tensions sur les ressources naturelles, etc. On est sur le nord de l'Europe avec des pays de l'OTAN, donc on est dans la sphère d'intérêt direct de la France. Et l'Arctique permet d'accéder au nord de l'Atlantique et donc à l'espace maritime d'intérêt immédiat de la France. Et donc ça, c'est au niveau global. Au niveau un niveau un peu plus opératif, en fait, le fait que les températures et que on aille globalement vers un réchauffement, ça rend aussi les conditions sur le terrain plus accessibles. C'est-à-dire que des conditions qui pouvaient être extrêmement difficiles le sont de moins en moins. Et du coup, je dirais, on est un peu dans la démocratisation, alors toute proportion gardée, de l'accès aux zones polaires, aux zones arctiques et même aux subarctiques. Et ça, en fait, à la fois, ça génère un besoin pour nous d'être présents, mais c'est aussi une opportunité parce que ça nous rend ces zones-là plus accessibles, quoi. Quand vous dites arctique et subarctique, simplement pour préciser, qu'est-ce que la zone subarctique, par exemple? Il y a Alors, quel pays dans la zone subarctique? dans la zone subarctique, on va avoir toute la partie sud jusque quasiment au milieu des pays scandinaves. Et donc, on est sur, de manière très illustrative, on est sur des zones où on a de la végétation qui pousse, là où en zone polaire, il n'y a plus de végétation, à part vraiment des choses qui ne sont pas vraiment significatives, quoi. Et donc vous disiez que finalement l'accessibilité des zones polaires se développe, se démocratise. Est-ce que ça veut dire que, pour revenir au tout début de notre conversation sur le grand froid et le très grand froid, est-ce que ces zones de grand froid se décalent aussi
Et donc, est-ce que ça veut dire il y a des capacités opératives pour d'autres troupes que des troupes de montagne, par exemple, dans les zones subarctiques? Alors, je pense que oui, clairement, parce que si les conditions sont moins extrêmes, on a moins besoin d'unités spécialisées, mais pour autant, le dérèglement climatique peut entraîner des épisodes qui peuvent être extrêmement violents, et ça, il faut l'avoir en conscience, parce que le froid, en fait, peut détruire une unité. Enfin, moi, il y a un exemple que j'aime bien prendre, parce que je trouve qu'il est assez édifiant, c'est la bataille du réservoir de Chosin en Corée, en 1950. On est au mois d'octobre, on est à 1400 mètres d'altitude, sur une latitude qui n'est pas du tout extrême, donc vraiment pas des conditions grand risque ou très engagées. Et il y a en fait un épisode météo, on n'est pourtant pas, il y a 70 ans, hein, 76 ans. Il y a un épisode météo avec une déformation des vortex, un blizzard polaire qui descend sur 1, 2, 3 jours. Les Américains abandonnent les positions, enfin se font un recul tactique, hein, un repli tactique. Les Chinois les maintiennent et les Américains remontent en ligne sur la ligne de contact donc 2 ou 3 jours après et arrivent sur une position chinoise où on a une compagnie. Donc les officiers américains qui ont fait le compte-rendu ont dénombré 129 soldats chinois qui sont morts gelés dans leur position de combat. Il y a des photos, hein, avec les yeux ouverts et la joue sur le fusil en train d'observer. Donc ça montre bien qu'il faut toujours avoir en tête que des conditions favorables peuvent ne pas être durablement favorables et une dégradation peut neutraliser une unité qui ne serait pas prête à faire face à cette dégradation, quoi. Peut-être un petit point météo-climatique sur le vortex que vous avez mentionné, qui est une forme de maintien de conditions polaires très froides au-dessus du pôle et qui peut, avec le changement climatique notamment, avoir des formes de langue de froid vers des latitudes un peu plus au sud. Effectivement, le changement climatique ne va pas que réchauffer les zones, il va aussi entraîner une plus grande instabilité en termes de température et donc augmenter la probabilité d'épisodes violents comme vous l'avez mentionné. On a beaucoup parlé du Groenland récemment. Donc, première question, comment la France finalement a construit sa capacité à opérer dans le grand froid et notamment au Groenland? Donc, est-ce qu'il y a une construction de la capacité opérative française dans cette zone-là? Et d'un point de vue très actuel, comment est-ce que l'école militaire de haute montagne s'inscrit là-dedans? Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante et je pense qu'on arrive à peu près à dater la réponse. Donc, ce que je disais, c'est que depuis le moment où on a commencé à structurer nos capacités, donc en 1932, avec la création de l'école militaire de haute montagne, on s'est intéressé à ce qui se faisait. On avait déjà des coopérations avec certains de ces pays, donc des pays de la zone arctique, et on construisait notre capacité autour de l'engagement opérationnel en montagne en hiver. La réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN, la participation systématique aux grands exercices de l'OTAN a amené une prise de conscience de la nécessité d'aller un peu plus loin. Le plus loin, en fait, au départ, a été confié de manière un peu expérimentale au groupe militaire de haute montagne, qui est une des unités de l'école, et qui avait l'expérience d'avoir fait la traversée des pôles en autonomie, etc. Donc plutôt un engagement, on va dire, sportif de l'extrême, mais toujours avec un arrière-plan, le militaire. Et donc on leur a confié la mission de transmettre une partie de savoir-faire au commando montagne. Donc ça a commencé en 2012. Et on va dire c'était un peu le proto-stage de la construction de cette capacité. Dans le même temps, on a densifié notre surface de contact avec les pays partenaires, c'est-à-dire qu'on a envoyé systématiquement des experts français dans tous les pays, Canada, États-Unis, Finlande, Suède, Norvège, etc., suivre leur formation, toutes les formations, enfin le plus grand nombre de formations possibles qui nous semblaient être du meilleur niveau. Et en fait, ça nous a permis, en fait, digérant tout ça, de dire ok, ben en fait on va pas faire exactement comme les autres, mais pour autant il y a quand même énormément qui nous intéresse et on va l'adapter à notre modèle parce qu'on part pas de zéro, on a une compétence qui est éprouvée et dans laquelle on est parmi les meilleures nations du monde dans le combat en montagne, y compris en hiver, et ça nous a permis de construire cette capacité-là. La structuration, elle a commencé à partir de 2018-2019.
où on a commencé à écrire des choses en disant: «OK, bah, voilà, on va construire une capacité». En 2020-2021, la décision est prise d'intégrer, certaines compétences, typiques des engagements en milieu froid et du combat arctique, dans, nos stages de formation à tous les niveaux. Donc, différents volumes selon le niveau de compétences. Donc tous les 5 niveaux de compétences, montagne et grand froid des armées françaises. En 2020, le domaine de spécialité change de nom. On passe de montagne à montagne et grand froid. Donc ça aussi, c'est un changement, qui est significatif. Dans cette période-là, la doctrine, d'emploi des forces terrestres, unités spécialisées et unités non spécialisées, est, rédigée et elle est, approuvée et diffusée en 2022. En 2021-2022, on construit le premier stage où on se dit: «OK, pour notre plus haut niveau d'expertise, il faut vraiment qu'on fasse pour nos experts qui sont à la fois des conseillers du commandement, et des formateurs, il faut qu'on fasse un module dédié, grand froid». Et donc, on construit, le premier stage structuré et diplômant en 2021 ou 2022. Et ce stage-là, donc la première édition est faite en France, avec des gens qui étaient allés au Groenland, en Antarctique et cetera et qui, en fait, diffusent leurs connaissances et des gens qui étaient allés aussi dans les stages à l'étranger. Et ce stage-là, progressivement, on le bascule en zone arctique et la décision est prise de dire, en fait, il y a une partie de formation qui sera faite en France, mais le raid de restitution sera systématiquement fait en zone arctique pour avoir une garantie d'avoir les conditions. Et donc, d'abord, en Alaska et puis ensuite, cette année, définitivement basculer, au Groenland. Et donc au Groenland, vous retrouvez les conditions les plus difficiles possibles, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Donc ce qu'on va rechercher là pour, ces spécialistes, donc on a 70 spécialistes de ce niveau-là dans les armées et qui sont en fait des techniciens à très haut niveau d'expertise. Et donc on va chercher évidemment du froid, donc des températures significativement froides, mais également, de la banquise, mais également, du relief avec, l'impératif du coup de mettre en œuvre, plusieurs stratégies de déplacement. C'est-à-dire que en fond de fjord sur la banquise ou, dans des vallons, praticables, on va restituer les savoir-faire en utilisant les motoneiges et puis ensuite dans le relief plutôt à ski. Mais, avec l'impératif aussi de continuer à avoir la gestion du risque avalanche et tous les risques liés à la montagne, au froid et au volet, banquise, glacier, risque glaciaire, de chute en crevasse et cetera. Donc ça, le Groenland a l'avantage de combiner, mais je devrais pas trop le dire parce que du coup, il va y avoir un effet, aimant, sur le Groenland. Mais, donc cette année, on a construit, le stage et on l'a conduit en coopération avec les Danois, avec une coopération vraiment intégrée à bas niveau, hein, puisque des Danois ont participé à notre stage et donc ça a été, extrêmement, extrêmement bénéfique, ouais. Et peut-être pour revenir sur, les conditions très difficiles que vous évoquez, donc je résume, la banquise, le très grand froid. Vous parlez souvent de vent aussi quand on évoque le grand froid. Oui. On l'a pas encore évoqué. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot Alors du oui, vent en dans les fait, zones, grand froid? au Groenland, particulièrement, en fait, déjà, il y a plusieurs types de vent. En fait, il y a du vent météo, mais comme on est, sur, un continent avec des montagnes, on a aussi, des vents, qu'on appelle katabatiques, enfin des vents, liés au relief. Et donc au Groenland, quand il y a du vent, il y a vraiment beaucoup de vent. Et donc ça durcit encore les conditions et si jamais le thermomètre était pas, à la température qu'on souhaite, c'est-à-dire plutôt en dessous de -20, le vent peut venir compléter et durcir encore les conditions. Et peut-être un dernier point avant de rentrer dans la partie capacitaire. Hem, Concernant cette focalisation sur l'Arctique, souvent en fait, on évoque, les pôles en mettant finalement en parallèle, l'Antarctique et l'Arctique. Quelle différence? Alors peut-être soit d'un point de vue, météo, soit d'un point de vue stratégique pour les armées? Alors, l'Antarctique, c'est aussi évidemment en fait une zone à enjeu, mais il y a quand même une différence qui est fondamentale, c'est que l'Antarctique est entre guillemets protégé par des traités internationaux,
heu, le traité de l'Antarctique là, de 1961 et le protocole de Madrid. Et si les armées s'intéressent à l'Antarctique, c'est pas pour y conduire des activités militaires. Donc l'école militaire de haute montagne et singulièrement le groupe militaire de haute montagne, qui est un peu notre petite unité qui explore à la fois géographiquement parlant et aussi dans les usages. Donc y aller plusieurs fois. Mais c'est pour des activités d'expédition à caractère sportif. Voilà. Tandis que l'Arctique, on est sur un espace qui n'est pas couvert par véritablement, en tout cas pas protégé par des traités internationaux, et on est du coup sur un espace de compétition, clairement. Peut-être pour passer à un sujet plus opérationnel et capacitaire. Donc on a bien compris que finalement ce que vous recherchiez dans l'entraînement, c'était ce grand froid, donc moins de moins 21 degrés Celsius, c'est Oui. ça? Euh, Ou approximant cette température-là. ok. Comment finalement, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue opératif, ce grand froid? Est-ce que ça, déjà, quels avantages ça peut donner s'il y a des avantages quand on maîtrise la capacité à opérer dans le grand froid, et au contraire, quelles sont les contraintes, que ce soit notamment logistiques, sur les opérations grand froid? Qu'est-ce qui est spécifique? Qu'est-ce qui rend ça finalement unique? Alors je dirais que ce qui rend ça unique, c'est que le froid, c'est vraiment un adversaire permanent. C'est-à-dire que on ne peut pas lui échapper. Il a des effets sur les individus tout le temps. S'en protéger est extrêmement coûteux. S'en protéger demande de la volonté, de la rigueur, du matériel, etc. Et il a des effets sur les opérations, parce que pour pouvoir dominer l'adversaire, il faut avant tout dominer les effets du froid sur nous-mêmes. Et ça, en fait, je dirais que c'est sans doute le plus vrai que tous les autres milieux spécifiques. En fait, le froid consomme plus de tout. Le froid use le moral, peut incapaciter peut neutraliser le matériel. Et le froid peut tuer, je l'évoquais tout à l'heure, peut tuer, entre guillemets, c'est relatif, mais en masse. C'est-à-dire qu'on peut avoir un groupe qui est neutralisé par le froid. Euh, Quand on est dans le désert, il peut y avoir, alors peut-être que ça changera avec le réchauffement climatique, mais il peut y avoir un coup de chaleur dans un groupe, mais il n'y a jamais tout le groupe qui est en coup de chaleur, quoi. Et ça implique d'être capable combattre dans le froid, ça implique d'être capable de relever un certain nombre de défis humains, logistiques, tactiques et plus globalement capacitaires. Tout d'abord, au niveau humain. En fait, il faut être formé pour pouvoir combattre dans le froid. Il faut être formé, il faut être entraîné. Il y a des procédures, mais même simplement la vie, ce qu'on appelle la vie en campagne. Mais il faut, quand on est dans des milieux froids, indépendamment d'être à moins 21 ou pas, en fait, il n'y a plus d'eau liquide. Donc on fait de l'eau. Enfin, dans quel milieu on dit on va faire de l'eau? On fait de l'eau et ça devient, en fait, c'est une routine, ou une procédure opérationnelle qui est vitale de faire de l'eau. Donc, je disais, il y a cette formation, cet entraînement. Je l'évoquais, il y a plusieurs types de grand froid. Donc, il faut être capable de se déplacer quand le terrain le permet, de se déplacer avec des moyens motorisés. Il faut être capable de se déplacer à ski, en raquette. Selon le milieu où on va être engagé, s'il y a un risque avalanche, il faut être capable de gérer ce risque avalanche, qui est un risque opérationnel mortel aussi, en tout cas, et combiné au froid encore plus. Il faut, toujours sur l'humain, il y a la nécessité d'acclimater, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens formés et entraînés, mais la confrontation au froid, il y a un temps d'acclimatation, même pour des unités spécialisées. L'avion se pose au Groenland ou dans le nord de la Norvège quand on va pour des exercices, des entraînements, etc. On ne peut pas le partir tout de suite. Il faut, euh, il faut quelques jours en fait pour mettre le corps un peu en marche. Et enfin, au niveau humain, il y a un vrai volet sur les forces morales. Et ça, c'est documenté par toutes les armées qui ont une doctrine, ont de l'expérience, etc. S'il n'y a pas en fait la volonté du combattant individuellement, la volonté du commandement de veiller sur ça, en fait, quand les conditions vont se durcir, il y a des soldats qui vont se laisser mourir. Est-ce que vous pouvez revenir, parce que
Je pense qu'on a du mal à se rendre compte quand on ne l'a pas vécu de manière très terre à terre, un peu des détails de ce qu'implique le grand froid. En fait, Ah bah, ça veut dire quoi être entraîné? Ça veut dire maîtriser de bout en bout certains processus pour éviter de perdre la vie ou de ouais. perdre un membre, par exemple. Alors clairement, si, si les conditions sont difficiles, mais ça on le retrouve aussi en montagne, c'est là où vraiment ce transfert montagne et engagement arctique est particulièrement à la fois pertinent et efficient. C'est que si on ne change pas ses gants, et qu'on a les gants en fait qui sont trempés de transpiration, et qu'on arrive dans une zone où il fait très froid, et en plus il y a du vent, donc on a l'effet windshield qui diminue la température ressentie. En fait, les extrémités vont geler et donc ça peut conduire à l'amputation. Donc ça, c'est vrai pour les doigts, c'est vrai pour le bout du nez, pour les pommettes, c'est vrai pour les oreilles. Et du coup, il faut se surveiller mutuellement, il faut bien s'alimenter, absolument, en fait, au minimum un repas chaud par jour. Il faut être capable de boire, s'hydrater, donc ça veut dire qu'il faut être capable de conserver de l'eau sous forme liquide. Et si on n'en a plus, il faut être capable d'en régénérer rapidement en faisant fondre de la neige, etc. Et tout ça dans un environnement potentiellement de combat. Enfin, c'est pour ça qu'on forme nos experts dans un environnement volontairement très très exigeant où il y aurait énormément de restrictions, ou en tout cas on aurait énormément de contraintes opérationnelles. On les met dans cet environnement-là, on lève en fait les contraintes opérationnelles, mais on met dans un environnement plus dur pour que justement après ils soient capables vraiment en ayant été mordus profondément dans leur chair, alors pas, on va pas jusqu'à l'amputation, hein, mais par le milieu pour être vraiment expérimentés. Est-ce qu'il y a d'autres effets? Vous parliez psychologique notamment. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est en train de perdre un membre? Parce que moi, dans ma vision du froid, parfois on se rend pas compte qu'on est en train de tomber en hypothermie, par exemple. Non, en fait, globalement, on se rend pas compte. Et malheureusement, en fait, on n'a pas besoin d'aller dans le grand froid pour expérimenter des situations d'hypothermie, hein. Elles sont expérimentées déjà à l'entraînement en France, quand on a des gens qui soit mettent pas en œuvre correctement les procédures, soit hein, sont un peu plus faibles, soit les deux. En fait, on sent pas forcément la gelure arriver et on sent pas forcément l'hypothermie arriver. Et d'ailleurs, les gens qui meurent de froid, qui meurent gelés, en fait, c'est une mort douce, entre guillemets. Le... c'est presque un sommeil, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres effets du froid sur la physiologie ou l'aspect santé des troupes de montagne ou des gens qui opèrent dans le grand froid? Par exemple, est-ce que la nuit polaire, quand on parle de l'Arctique, peut-être pas des montagnes, est-ce que ça a un effet aussi? Alors, ça a un effet parce que, en fait, le corps, enfin l'humain a besoin de lumière pour vivre, et donc, alors, je dirais que c'est pas tellement documenté chez nous, c'est beaucoup, beaucoup documenté dans les armées qui arment de manière systématique les stations en Antarctique. Donc, on échange, voilà, on échange avec nos camarades italiens sur ce qui se passe à Concordia, et puis là, plus récemment, avec les Argentins. Et on sait que ça génère de la dépression, des tensions au sein d'un groupe, etc., etc. Je dirais qu'au niveau militaire, je pense que si on était concerné par des durées aussi importantes dans la nuit polaire et qu'on n'avait pas d'activité, enfin, ou une activité très limitée, probablement qu'on aurait les mêmes difficultés. En revanche, si l'activité, en fait, à mon sens, hein, l'activité permet de se prémunir, si on est très actif d'un point de vue opérationnel, permet de se prémunir contre ce type de risque. Et après, d'un point de vue peut-être de contraintes plus pour le matériel, ça veut dire quoi le grand froid? Et se préparer au grand froid, c'était votre deuxième volet, vous Oui. parliez humain. Alors, au niveau du matériel, en fait, le défi principal, c'est de ravitailler des unités qui consomment plus de tout. C'est-à-dire que quand les températures sont significativement froides, on ne peut plus éteindre, ou très peu éteindre, les véhicules. Donc, on va énormément consommer de carburant. On est obligé d'utiliser des moyens de chauffage qui vont consommer aussi des combustibles et potentiellement du carburant. L'alimentation, donc on va passer de rations habituellement plutôt autour des 3000 kilocalories. Bah là, on va passer à 5000, 5005 en format standard, quoi, pour quelqu'un qui n'est pas forcément
un gros gabarit. Le maintien des équipements dans ces conditions-là, en conditions opérationnelles, est plutôt est plus difficile. Le En fait, il faut s'imaginer, réparer, faire une vidange, ou enfin un mécanicien intervenir sur un véhicule, quand, il ne peut pas sortir les mains, le plus de 30 secondes de ses gants et puis, les remettre au chaud pendant quelques minutes, parce que sinon ses doigts vont geler, le et donc ça complexifie évidemment la logistique. Soigner des blessés, qu'on ne peut pas déshabiller. Donc là, il y a des vrais sujets, c'est-à-dire, et d'ailleurs, enfin, c'est l'objet de nos travaux avec le service de santé des armées, c'est la pose de garrots par-dessus des couches épaisses de vêtements, de combinaisons en duvet ou de choses comme ça. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il est inconcevable, si on a -20 et 60 km/h de vent, c'est inconcevable en fait de déshabiller un blessé, pour lui poser des pansements, des choses comme ça. En fait, on prend le risque de le tuer, quoi, de le tuer du froid et pas de sa plaie, par balle ou quelque chose comme ça. Après, il y a aussi, la conservation de tous les solutés, donc de tous les liquides, médicaux. Heu, c'est extrêmement complexe et ça amène plein d'autres réflexions derrière, sur, des compléments d'équipement où, les armées françaises, en fait, ont, encore des pistes d'amélioration. Enfin, au niveau tactique, mais je passerai rapidement, le on l'évoquait, les contraintes du froid, elles affectent la capacité opérationnelle avant, l'engagement avec l'ennemi et en fait, on a une sorte de dilemme tactique où, à la fois le regroupement des unités, facilite leur préservation et leur capacité à durer et le combat moderne avec, les frappes dans la profondeur, l'acquisition multicapteurs et cetera, nous oblige à la dissémination et au combat décentralisé et cetera. Et donc ça pousse encore pour un plus haut niveau de compétences de nos soldats jusqu'à bas niveau. On parlera peut-être un peu plus tard des partenariats, mais au niveau donc des équipements à proprement parler, en fait, nos équipements, ils doivent être capables de tenir dans ces conditions-là. Et donc des matériels ou des munitions, ou un carburant, des huiles, des choses comme ça qui gèlent et qui sont pas capables de résister, en fait, sont pas employables et seraient une vraie vulnérabilité. Et là aussi, en fait, il faut toujours garder en tête qu'il y a les conditions du moment et il y a les conditions qu'on pourrait avoir si on dure dans cette opération-là. Et on sait pas toujours en opération à quel moment en fait on va pouvoir se permettre de ne pas employer tel ou tel équipement. Quoi qu'il en soit, en fait, il y a besoin d'équipements qui soient réellement spécialisés en résistance au froid, en rusticité, et notamment le plus significatif, c'est la partie mobilité. C'est-à-dire que c'est inconcevable d'espérer se déplacer en dehors des axes avec des véhicules à roues quand il y a 60 centimètres, 1 mètre de neige fraîche. Et donc, il faut des moyens qui sont spécialisés, hein, qu'on détient en France, donc des chenillettes, donc des véhicules qui sont articulés, blindés ou pas, et qui sont chenillés et qui sont faits pour s'engager dans la neige. Et toutes les armées qui ont des ambitions opérationnelles dans ces milieux-là, en disposent. Et puis après, il y a des segments un peu plus légers avec des motoneiges, équipements très spécialisés, des équipements un peu plus réversibles du type des quads, des choses comme ça sur lesquelles on peut venir mettre des chenilles et qui les rendent aptes à se déplacer dans les milieux enneigés. Et vous parliez du combat contemporain, ou en tout cas du multicapteur, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité aussi au grand froid, qui est notamment la faible durée de vie d'une batterie? Et donc, est-ce que, au-delà des aspects de mobilité, tout ce qui est relatif aux drones ou aux sources énergétiques, qui j'imagine sont assez spécifiques au grand froid? Alors clairement, le volet énergétique, c'est un vrai défi dans le froid. Et plus le froid est important et plus c'est un défi. Et du coup, à la fois la préservation de l'énergie qu'on a, donc la préservation de nos batteries. Donc ça peut être, en fait, là, c'est l'objet de beaucoup de travaux d'innovation sur lesquels on travaille avec les industriels, avec le CEA, avec la DGA, l'AID, etc. Donc comment est-ce qu'on isole nos batteries, comment est-ce qu'on les maintient au chaud, et avec un système, si possible, qui ne consomme pas lui-même de l'énergie. Et ensuite, il y a la partie emploi de
de cette énergie. Et là, on voit bien que en fait, le froid limite énormément les capacités des drones. Alors, au-delà des aspects météo, déjà, en fait, le froid en lui-même, c'est-à-dire que si on est sur des petits drones où on n'est pas capable d'isoler de manière significative les batteries, le temps de vol est quasiment insignifiant. Donc il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet là-dessus et qui n'est pas encore complètement résolu. Et est-ce que le changement climatique, déjà, est-ce que vous avez travaillé sur les impacts du changement climatique sur vos opérations? Et est-ce que le changement climatique change certaines de ces contraintes, soit en les levant, soit au contraire en les rendant peut-être plus instables ou moins prévisibles? Alors oui, on a travaillé sur le changement climatique. Déjà pour un volet qui est essentiel, pour nous, c'est la formation et l'entraînement en France. C'est-à-dire que mais comme le Grand Nord, les Alpes en France sont un des territoires où l'effet du changement climatique est le plus visible. Moi, je pourrais parler de la mer de glace qui a perdu plus de 100 mètres d'épaisseur sur les 20 ou 25 dernières années. Mais du coup, ça a tout un tas de conséquences. Il y a la fonte des permafrost, du coup des écroulements. Il y a des itinéraires qui sont beaucoup plus difficilement praticables, des itinéraires d'entraînement, enfin des zones d'entraînement. Et il y a des périodes où le réchauffement est tel que certaines zones de montagne deviennent dangereuses. Et du coup, nous, on a mené déjà, et ça, on l'a étudié en lien avec notre réseau interministériel, avec les professionnels civils de la montagne. On l'a digéré et on a fait nos choix qui sont propres à notre activité pour adapter à la fois notre programmation des activités, augmenter notre réactivité pour être capable de faire face aux événements, à une météo, on va dire, moins prévisible ou avec une moins bonne prévisibilité qu'avant. On a aussi augmenté la mobilité de nos formations, c'est-à-dire que avant, c'était très concentré sur certaines zones des Alpes immédiatement à proximité. Donc, bon, l'école est à Chamonix et à Modane. Bon, bah, dans ces zones-là, aujourd'hui, en fait, on est capable, quand les conditions sont vraiment pas bonnes dans les Alpes, de basculer dans les Pyrénées, etc., de manière plus significative qu'auparavant. Et du coup, cette mobilité-là, on l'a aussi mieux outillée, c'est-à-dire que des outils financiers pour être plus réactifs, des outils, on va dire, juridiques pour pouvoir très facilement basculer en Italie, basculer en Suisse, basculer éventuellement pour certaines formations en Espagne ou ailleurs. Alors, on va pas. Toutes nos formations ne sont pas conduites à l'étranger, hein, loin de là. Et donc ça nous a permis de nous adapter aux changements climatiques observés en France. Et cette adaptation-là, je dirais qu'elle continue parce que, en fait, on entretient cette veille et on essaye même de se projeter, hein, dans la durée. Après, dans les zones arctiques, lesquelles on n'est quand même pas tout le temps, on essaye d'exploiter aussi les échanges qu'on a avec nos partenaires. Et je le disais, en fait, c'est à la fois l'imprévisibilité des phénomènes météo est un vrai sujet, mais pour autant, le réchauffement global facilite un peu nos accès. C'est-à-dire que des unités qui sont non spécialisées aujourd'hui peuvent être engagées dans les exercices dans les pays scandinaves et sans qu'on prenne trop de risques d'avoir des dégâts par le froid, des gelures ou des choses comme ça. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas, enfin n'aurait même certainement pas été le cas il y a une centaine d'années. Ouais. Et pour rebondir sur, donc vous indiquiez travailler avec des partenaires étatiques sur l'accès aux zones polaires. Donc déjà, peut-être préciser dans le cadre de l'OTAN, mais peut-être en dehors de l'OTAN, est-ce que vous avez travaillé avec des armées en particulier sur le grand froid? Et comment est-ce que vous associez le secteur privé? Puisqu'on a évoqué la spécificité du matériel, comment adapter au grand froid. Est-ce qu'il y a certains équipements qui proviennent d'armées partenaires, par exemple, qui, eux, ont construit d'autres spécialités? Et comment est-ce que le secteur industriel s'adapte à cette volonté d'opérer dans le grand froid? Alors, sur le volet des partenariats, l'école militaire de haute montagne a une histoire déjà presque centenaire. Depuis les années 60, en fait, l'école appartient à un réseau, une sorte de forum qui rassemble les 20-25 écoles militaires de haute montagne ou de grand froid du monde occidental, on va dire. Et ce réseau-là se réunit de manière systématique, annuellement, avec des échanges sur le terrain, échanges de pratiques sur le terrain, des travaux en salle, avec évidemment un champ complètement libre, il n'y a pas d'obligation, c'est un forum d'échange,
Mais ça nous permet en fait de mettre en commun des réflexions avec nos partenaires et de le faire de manière systématique, un peu structurée. Et souvent, ça débouche sur un approfondissement bilatéral. Et donc, ces échanges bilatéraux, on les a en fait de manière très régulière avec tous les pays de la zone arctique. Mais on parle aussi d'engagement grand froid avec les pays qui ne sont pas dans la zone arctique, avec les Italiens, les Allemands, etc. Et donc, on est bien connecté, on est au fait de ce que font les autres. On est capable d'évaluer le niveau opérationnel de nos partenaires, d'évaluer éventuellement ce qui peut nous manquer par rapport à ce que font nos partenaires. Et du coup, je dirais que tout ça, ce réseau-là, dont bénéficie l'école militaire de haute montagne, nous tire vers le haut. Et ensuite, il y a un réseau en fait un peu plus dédié autour de l'OTAN. Donc l'OTAN dispose d'un centre d'excellence grand froid, opération dans le froid, qui est en Norvège, qui est l'homologue de l'EMHM, de l'école militaire de haute montagne norvégienne, et avec lequel on a donc ils ont cette double casquette, et on a des échanges qui sont vraiment très très étroits. Et cette école organise un colloque annuel, donc qui a eu lieu en novembre dernier, qui rassemble tous les experts grand froid de l'OTAN et qui permet en fait de discuter sur les équipements, de discuter sur la doctrine, sur les évolutions, sur ce que testent les uns et les autres, etc. Je dirais que globalement, on avance ensemble. Et après, comment ça se concrétise sur le terrain? Ça se concrétise, nous, la compétence qu'on structure et qu'on construit et qu'on délivre à travers les cadres qui sont formés et qui partent dans les unités, elle est restituée dans les engagements sur les grands exercices auxquels la France participe, ou sur les engagements sous couvert de la solidarité stratégique, les Forward Land Forces avec le déploiement en Finlande, ou même ce que font sur les mandats hivernaux certaines unités spécialisées en Estonie dans le cadre de la mission Lynx. Et avec le secteur privé? Alors avec le secteur privé, en fait, on a énormément d'échanges aussi. Et là, je dirais aussi notre bagage montagne, la reconnaissance en fait comme expertise sur un gros périmètre Minarmes, ministère des Armées, nous aide parce que ça nous permet d'accéder à un réseau de toutes les structures françaises. Et en France, on est globalement à la pointe dans beaucoup de ces domaines-là, que sont l'Agence nationale pour l'étude de la neige et du risque avalanche, nos équivalents des autres ministères, donc l'école du ministère des Sports, les deux centres de formation du ministère de l'Intérieur, et qui eux aussi s'intéressent aux évolutions et au changement climatique, eux, pour le coup, en France. Et donc, on a ce réseau-là, ensuite, qui est à la fois du réseau associatif et du réseau institutionnel, et ensuite, avec la BITD, avec la base industrielle de technologie de défense, ou des industriels du secteur privé, rien à voir avec la défense, mais plutôt à voir avec le monde de la montagne, de l'expédition sportive dans le Grand Nord, etc., sachant que les équipements qu'on va emmener au sommet de l'Everest sont assez proches des équipements qu'on va emmener pour aller dans des conditions très dures en Arctique. En fait, on a un réseau quasi permanent d'échanges avec ces industriels-là. On les pousse pour développer des prototypes dans le cadre de démarches d'innovation. Et puis, quand c'est probant, ça débouche sur des équipements. On a plein de petits exemples. Alors, ça peut être des exemples dans le cadre de l'énergie, on l'évoquait, donc de stations un peu un mix énergétique miniature et qu'on va pouvoir emmener sur le terrain et qui va utiliser de l'éolien, du photovoltaïque, de la pile à combustible, miniaturisé le plus possible et qu'on va pouvoir emmener jusqu'à la conception d'une tente. Et après, on essaye d'être assez pragmatique, c'est-à-dire que si ce qui existe sur le marché et chez nos alliés est probant et satisfait notre besoin national, en fait, banco, on pousse pour l'acquisition de ce type de matériel. Mais si ça n'existe pas, en fait, on va chercher à développer en propre. Merci beaucoup, colonel, pour toutes ces explications sur la manière dont les armées françaises déjà ont construit leur expertise grand froid et continuent de la construire face au développement d'enjeux stratégiques de plus en plus prégnants dans le Grand Nord. Merci beaucoup de nous avoir expliqué comment l'école militaire de haute montagne joue un rôle clé dans cette capacité grand froid des armées françaises. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Retrouvez toutes les notes et analyses des chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat sur le site défenseclimat.fr.
À très vite pour un nouvel épisode. Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.